On souhaitait ce matin, en partenariat avec le MEDEF, vous présenter les nouveautés de la loi de finances pour 2024 et également la loi de financement de la sécurité sociale. Pas mal de choses, malgré le 49.3, comme quoi il y a quand même des choses qui ont pu sortir. Vous verrez que c'est effectivement des mesures finalement qui sont tournées autour de trois objectifs, en tout cas en matière fiscale, mais on va les rappeler et qui vont s'étaler sur les années qui viennent. Donc on va en prendre connaissance tout de suite. Pour la présentation, donc il y aura Karine Rarivozon du bureau de Meaux-Marne-la-Vallée en matière fiscale, Laure Goncalves qui est rattachée à notre bureau également en matière fiscale, et Anne-Françoise Né-Laplace de notre département droit social, voilà, droit du travail. Donc merci à tous de votre présence et on va débuter pour respecter le timing. Je ne sais pas si le MEDEF voulait dire quelques mots. Bon, alors on vous connaît de toute façon parfaitement, donc allons-y. Alors on va débuter comme le support l'indique par la loi de financement pour la loi de finances 2024. Alors on a des mesures qui sont empreintes d'un certain contexte. On va le rappeler très brièvement. Des mesures qui concernent à la fois les entreprises, à la fois la DVA évidemment, également la fiscalité personnelle et de plus en plus le contrôle fiscal. Et là, Karine, tu nous en diras quelques mots parce que tu es vraiment spécialisée en contentieux et du coup, elle voit vraiment l'évolution. Et les taux se resserrer entre guillemets. Alors, débutons tout de suite avec un petit rappel contextuel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le gouvernement a... Alors, je ne me permettrai pas de penser à leur place, mais en tout cas, le contexte est le suivant. On a un contexte international avec une sortie de crise sanitaire. Bon, là, on est quand même bien amorcé. Une hausse des taux d'intérêt, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation. Voilà, tout ça, forcément, joue dans les mesures qui sont proposées par le gouvernement et comment elles sont reçues par les sénateurs et les députés. S'ajoute également une croissance finalement meilleure que prévu, meilleure que ce qui était diagnostiqué, en tout cas ce qui était prévu par les économistes pour la France. Une volonté aussi, ça on le verra plus tard, une volonté aussi forcément de maîtriser le déficit, mais enfin ça j'ai envie de vous le dire, je vous le dis tous les ans quand même, et ça fait des années que ça dure et je continuerai à vous le dire certainement. Et également un objectif clairement en faveur de la transition énergétique. On va voir qu'il y a plusieurs mesures qui sont à l'ordre du jour en vue de cette transition et notamment pour les entreprises. Alors, on arrive tout de suite à la fiscalité des entreprises. Au niveau de la fiscalité des entreprises, on a ce que je vous mettais tout à l'heure, une suppression progressive de la CVAE. Finalement, on revoit le calendrier puisque logiquement, on aurait dû avoir une suppression dès cette année, 2024, plus de CVAE. Finalement, 2024, plus de CVAE pour les redevables de la cotisation minimum. Bon, ça représente quand même 300 000 entreprises sur 520 000 redevables, un coût de 1 milliard d'euros. Mais bon, malgré tout, pour tous les autres, on a une suppression donc progressive avec une exonération totale en 2027. Les pourcentages qui sont mentionnés, c'est vraiment les taux maximum d'application pour la CVAE. On a également de la même manière et en parallèle une baisse progressive du taux pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Sachez aussi, pensez-y, cette réduction de taux, donc par exemple dès 2023, s'applique réellement également pour le calcul des acomptes. Donc 2024, quand vous ferez le calcul des acomptes de CVAE, vous appliquerez le bon taux, réajusté. Voilà. Donc logiquement, 2026, dernière année de la CVAE, avec une dernière déclaration à faire en 2027. En parallèle, et on ne l'a pas mis dans les slides, il y a une augmentation, vous savez, de la taxe additionnelle en faveur de la Chambre de commerce et d'industrie, puisqu'elle est financée notamment par cette taxe additionnelle à la CVAE. Si le taux de la CVAE baisse, pour que les CCI aient les mêmes moyens, en tout cas par rapport à ces taxes-là, les taux augmentent. Voilà. Concernant les prix de transfert, alors les prix de transfert, c'est en tout cas nous chez nos clients, beaucoup ne s'y intéressaient pas. Beaucoup, à raison, ils n'étaient pas concernés, mais de plus en plus, on s'aperçoit que les clients vont devoir s'y intéresser.
Donc vous allez devoir vous y intéresser. Le prix de transfert, juste pour savoir ce que c'est, pour avoir une idée, c'est les prix pratiqués entre des entreprises liées pour les services et les marchandises des biens qu'ils se vendent. Donc, vous êtes dans un groupe, une société, une entreprise liée à la vôtre est à l'étranger. Il faut que les prix pratiqués entre les opérations que vous pouvez avoir l'une avec l'autre soient conformes au marché. Si ce n'est pas conforme au marché, si l'administration contrôle, elle considère qu'il y a un acte anormal de gestion, si l'entreprise est en France et qu'elle sous-facture, et à ce moment-là, il y a un redressement. Voilà. Pour vérifier si les prix de transfert, les prix pratiqués entre les entreprises liées sont conformes ou pas au marché, les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros sont d'ores et déjà obligées de faire une déclaration annuelle des prix de transfert. En cas de contrôle, jusqu'à présent, les sociétés ayant un chiffre d'affaires supérieur ou un total bilan supérieur à 400 millions d'euros, c'était pas tout le monde, avaient également l'obligation d'avoir une documentation de prix de transfert qui était, il faut bien le dire, assez maltraitée. Ce chiffre de 400 millions d'euros est baissé à 150 millions d'euros. Donc on aura plus de sociétés concernées. Donc ça veut dire que dès lors que vous avez un total bilan ou un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions, ou même que vous faites partie d'un groupe intégré, dont une société respecte ces seuils, ou même si vous êtes détenu par une société, une grand-mère, une mère, qui respecte ces seuils, ou que vous avez une filiale, une sous-filiale qui respecte ces seuils, vous êtes tenu d'établir une documentation de prix de transfert. Jusqu'à présent, en tout cas moi au niveau de mes clients, il y avait un certain laisser-aller, il faut se le dire, en se disant de toute façon la sanction, il faut déjà qu'on soit contrôlé, et la sanction, ce n'est entre guillemets que 10 000 euros. Là maintenant, la sanction minimum est passée à 50 000 euros. Donc je pense qu'on aura déjà une attention un peu plus soutenue. Il faut également savoir que toujours en matière de prix de transfert, la documentation doit être véritablement le reflet des prix de transfert pratiqués, puisque dorénavant, s'il y a un décalage entre ce qui est annoncé dans la documentation et ce qui est pratiqué, l'administration pourra mettre en avant une présomption d'acte anormal de gestion. Donc ça ne sera plus à elle de prouver qu'il y a un acte anormal de gestion, ça sera présumé et ça sera donc à vous de prouver que ce que vous pratiquez dans la réalité, dans vos échanges, est conforme au marché. Donc il y a un renversement de la charge de la preuve. Donc réellement, cette documentation, maintenant, si vous en êtes, entre guillemets, si vous y êtes soumis, doit être fait annuellement, doit être revu et doit être conforme à ce qui est pratiqué. C'est logique, mais ce n'était pas le cas, réellement. De la même manière, l'administration a un pouvoir assez étonnant en matière d'actifs incorporels difficiles à évaluer. On a des actifs incorporels de temps en temps qui sont vendus entre sociétés liées et honnêtement, à part au doigt mouillé, c'est quand même très difficile de déterminer quel doit être le prix ou même les redevances à convenir. Il n'y a pas forcément de comparable, ça peut être quelque chose de tout à fait nouveau et par conséquent, on n'a pas d'idée des flux à venir de revenus. Donc c'est compliqué de déterminer au moment de l'opération quel prix déterminer, tout simplement. Si c'est compliqué pour les entreprises, c'est aussi compliqué pour l'administration en cas de contrôle. Sauf que elle, dorénavant, elle a 6 ans pour revenir et non pas 3 ans. Voilà. S'il y a déjà eu un contrôle, elle a la possibilité de revenir, donc de réouvrir une période qui a déjà été contrôlée pour vérifier ce point-là. Donc ça aussi, c'est complètement exorbitant par rapport à ce qui se pratique habituellement. Et surtout, elle a la possibilité de s'appuyer sur des données postérieures à l'année de réalisation de l'opération, ce qui est également tout à fait étonnant, parce que c'est généralement pas le cas. Donc véritablement, une attention doit être, en cas de transfert d'actifs incorporels difficiles à renseigner, documenté au maximum, parce que réellement, l'administration maintenant a 6 ans, elle peut s'appuyer sur des faits postérieurs. Donc les contrôles, ces éléments, on se disait de toute façon c'est invérifiable. Si, c'est vérifiable et l'administration n'hésitera pas à redresser, dès lors qu'elle voit qu'il y a un écart de plus de 20%. Pilier 2, ATA, je vais juste vous dire un mot, parce qu'il faut plus de 750 millions de chiffre d'affaires, je ne suis pas persuadée que ça concerne tout le monde. Retenez juste que depuis des années, on se dit qu'il faut un taux commun d'IS, entre guillemets, à toutes les sociétés, quel que soit le pays. C'est fait, évidemment tout le monde n'a pas signé, mais en tout cas la France a signé, il faut un taux minimum de 15%.
Voilà. Donc ça va certainement évoluer dans les années qui viennent, mais je vous en dis juste un mot. Il voulait qu'il y ait une imposition minimum. C'est en place, en tout cas, avec la transposition de cette directive-là, mais on en saura un peu plus dans les années qui viennent. Et encore une fois, tout le monde n'est pas concerné. Pour ceux qui veulent les détails, on a tout mis dans les slides. Alors, toujours concernant la fiscalité des entreprises, on a une nouvelle catégorie de jeunes entreprises innovantes qui est créée, donc les jeunes entreprises de croissance, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des PME de moins de 8 ans et qui engagent entre 5 et 15% de dépenses en recherche et développement. Elles bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les jeunes entreprises innovantes, à savoir une exonération en matière d'impôts locaux et une exonération de cotisation sociale pendant 8 ans. Le point majeur à retenir, c'est une suppression de l'exonération d'impôt sur les bénéfices pour les JEI et les JEC qui sont créés à compter du 1er janvier 2024. Okay, donc en fait, c'est pas une bonne nouvelle. On a une nouvelle jeune entreprise innovante qui est créée, très bien, mais par contre, l'avantage fiscal, en tout cas, point de vue bénéfice, est supprimé. Bon, il reste les charges sociales et les impôts locaux. Alors, ça c'est très particulier. Je vais juste vous en dire un mot. Ça intéressera peut-être certains, pas tous, donc je vais aller vite. Vous savez qu'en matière de distribution de dividendes, lorsqu'on est dans un groupe intégré, le dividende qui est versé par la filiale à la mère est neutralisé à 99%. Il y a juste 1% de taxé. Ok. Lorsqu'on n'est pas dans un groupe intégré, mais qu'on peut revendiquer le régime mère-fille, c'est pas 1% de taxation, c'est 5%. Ça, c'est quand on est franco-français. Qu'est-ce qui se passe lorsque les dividendes ne viennent pas de France, mais d'un pays de l'Union européenne ? Alors, on a là complètement desserré la ceinture. Désolée pour l'expression, mais c'est le cas. Ce qu'on se dit maintenant, c'est lorsque une société filiale située dans l'Union européenne verse un dividende à une société située en France. Si les deux sociétés avaient pu mettre en place un groupe d'intégration fiscale, si la filiale étrangère européenne avait été en France, à ce moment-là, le dividende est taxé au niveau de la mère également sur 1%. D'accord ? Donc, alignement avec ce qui se pratiquerait en France. Et ce que la mère soit intégrée par ailleurs ou pas, volontairement ou pas. Ça, on s'en fiche, alors qu'auparavant, c'était un élément déterminant. De la même manière, si une société située dans l'Union européenne verse un dividende à une société avec laquelle le régime mère-fille ne s'appliquerait pas typiquement, puisque la société en France n'a que 4% de la filiale dans l'Union européenne. Logiquement, le dividende ne devrait pas être exonéré. En tout cas, c'est ce qui se ferait en France. Là, au contraire, il va y avoir une taxation, mais uniquement sur 1% également. D'accord ? Donc ça veut dire qu'en gros, pour les sociétés françaises qui perçoivent des dividendes de sociétés situées dans l'Union européenne, dès lors que si la société européenne, filiale européenne, était en France et qu'une intégration fiscale aurait pu être mise en place, tout simplement, le dividende versé ne sera taxé qu'à hauteur de 1%. Voilà. Donc on s'aperçoit qu'au final, les dividendes versés par des filiales européennes seront mieux traités dans certains cas que les dividendes versés par des filiales françaises. Bon, c'est conforme en tout cas dans un sens. Dans l'autre sens, on peut se dire que finalement on a une discrimination en rebours. Pourquoi traiter plus difficilement, plus mal des sociétés françaises que des sociétés filiales européennes ? En tout cas, c'est le sens de ce texte, de l'article de la loi de finances. On a également un point important, et là pour le coup ça va intéresser toutes les sociétés, franco-français ou dans l'Union européenne. Je vous ai parlé tout à l'heure de la quote-part du dividende qui est taxé à 1% dans un groupe intégré fiscal français. Normalement, c'était dès le premier exercice, c'est-à-dire que dès lors que la filiale était intégrée à un groupe fiscal français, tout de suite on avait dès le premier exercice la possibilité d'être taxé sur 1%. Là maintenant il va falloir attendre un exercice. Et là, le bas blesse, c'est que ça s'applique pour les exercices clos le 31 décembre 2023. Donc en gros, si au cours de 2023, une société vient de rentrer dans le groupe d'intégration fiscale, pensait pouvoir bénéficier au titre du dividende versé de la quote-part de 1%, non, ça ne sera pas le cas, il va falloir attendre l'exercice d'après. On a également, je vous parlais tout à l'heure de la transition énergétique.
On a également la création d'un crédit d'impôt qui vise véritablement à favoriser les filières qui œuvrent en matière de production d'éoliennes, de batteries, de panneaux photovoltaïques ou que je ne me trompe pas, centrales, chaudières, pompes à chaleur, c'est celle-ci, de pompes à chaleur. Sont concernés véritablement tous les acteurs de cette filière, que ce soit les producteurs de ces quatre investissements-là, que ce soit également les producteurs des composants essentiels à ces quatre investissements, à ces quatre productions, et également les producteurs, ceux qui interviennent dans l'extraction des minerais, des matériaux nécessaires à la fabrication de ces éléments-là. Donc véritablement, tous les acteurs de cette filière sont concernés. Qu'est-ce que ça vise? Ça vise les investissements qu'ils réalisent pour améliorer, augmenter la production. Ce ne sont pas les investissements faits pour remplacer ce qui est devenu obsolète, c'est véritablement pour augmenter la production. Ça peut être des investissements en actifs corporels, ça peut même être la construction d'une usine, dès lors que ça vise à améliorer la rentabilité, et ça peut être aussi l'acquisition d'actifs incorporels, des brevets, tout droit d'auteur confondu. Une condition, enfin plusieurs conditions, il faut que ces investissements, donc réalisés par ces acteurs de la filière, s'inscrivent dans un plan d'investissement. D'accord ? Ils doivent donc bâtir un dossier qui sera agréé ou pas par le ministre de l'économie sur avis de l'ADEME, dans lequel ils décrivent les investissements projetés et également ce qu'ils en attendent. On va passer tout de suite au taux. Quel est l'intérêt? Alors, le taux est quand même plutôt intéressant, c'est-à-dire que pour les investissements pratiqués, les investissements agréés donneront lieu à un crédit d'impôt dont pourront bénéficier les sociétés, qu'elles soient soumises à l'IR ou pas, ou à l'IS, dont le taux variera de 20% jusqu'à 60%. D'accord ? Donc, construction d'une usine dans un endroit déterminé par une petite société, le taux du crédit d'impôt peut aller jusqu'à 60%. C'est quand même pas négligeable. Ce crédit d'impôt sera imputable sur l'IS dû, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de l'investissement éligible, avec un remboursement immédiat du solde et une mobilisation possible auprès d'un établissement de crédit. Voilà. Ce qu'on demande évidemment, c'est que les investissements réalisés en France restent en France pendant au moins 5 ans. Et ce qu'on demande aussi, c'est que l'activité nécessitant ces investissements n'ait pas été transférée en France dans les 2 années qui viennent. Clairement, on veut éviter la concurrence entre les États européens, tout simplement. Voilà. Donc, date d'entrée en vigueur du 27 septembre 2023. Autant vous dire que les décrets sont toujours pas prêts, les outils sont toujours pas prêts, donc vous pouvez déposer les demandes d'agrément, mais ça ne sera pas étudié tout de suite. Et en tout cas, c'est jusqu'au 31 décembre 2025. On a également, mais là on va aller rapidement sur le sujet, en matière, vous savez, de taxes sur les véhicules affectés à l'activité économique des sociétés. Alors tous les ans ça change, tous les ans ça va vers la restriction tout simplement pour avoir des véhicules moins polluants. Tous les ans les barèmes changent. Là on a à nouveau des changements avec la taxe CO2. Je pense que vous avez en tête, si vous faites les déclarations, les barèmes qui s'appliquent en fonction notamment du protocole d'homologation des véhicules. Donc ce sont des barèmes, vous rentrez dans telle case, vous avez tel tarif qui s'applique. Là, dorénavant, le barème ne change pas, seulement on va aller vers une progressivité. D'accord ? Ça va être un peu comme en matière d'impôt sur le revenu. Vous allez avoir, ça sera plus un tarif par case, mais ça va être un tarif progressif. Donc forcément, ça va entraîner, et c'est assez logique et c'est certainement le sens de l'histoire, une augmentation de la taxe due pour les véhicules les plus polluants. Et de la même manière, on avait une taxe qui s'ajoutait, une taxe pour ancienneté en fonction de la date d'immatriculation, du carburant utilisé, la motorisation pour les véhicules. Là, cette taxe qu'on considère comme obsolète et puis surtout peu rentable est remplacée par une nouvelle taxe sur les émissions de polluants atmosphériques avec des tarifs. Donc vous les avez là, concrètement, plus vous polluez, plus vous payez. Bon, c'est pas une grosse nouveauté, mais voilà. Et ça s'applique dès 2024, en tout cas pour la taxe sur le CO2. Donc il faut l'avoir en tête quand vous ferez les déclarations dans les mois qui viennent.
Suramortissement en faveur des véhicules en engin un peu polluants, bon ça je vais passer très rapidement, c'est pour tout ce qui est poids, les poids lourds supérieurs à 2,6 tonnes. Vous savez qu'ils ont la possibilité de pratiquer un suramortissement lorsqu'ils sont vertueux entre guillemets, c'est-à-dire le moins polluant possible. Dont les taux varient en fonction du tonnage. Dorénavant, ils bénéficient également de ce suramortissement lorsque les véhicules ne sont pas achetés neufs, mais en tout cas lorsque les entreprises font du rétrofit. Rétrofit, c'est je change ma motorisation polluante, entre guillemets, pour une motorisation entre guillemets plus vertueuse, donc fonctionnement à batterie ou alors à hydrogène, tout simplement. Voilà pour la partie société, mais on ne quitte pas tout à fait la partie société puisqu'on en vient à la TVA. En matière de location meublée, il y a également effectivement le juge qui a invité le législateur, qui a plus qu'invité le législateur à reprendre sa plume. Vous allez voir qu'on a pas mal de thématiques sur la location meublée. Clairement, c'est dans le viseur du gouvernement, c'est soutenu par le législateur. On s'attendait à des mesures beaucoup plus dures, mais il y en a quand même. Probablement que ça va évoluer dans les mois qui viennent, mais en tout cas, on a en matière de TVA, en matière de transmission d'entreprise, en matière d'impôts tout simplement, sur les bénéfices, on a des premières mesures qui apparaissent, et notamment en matière de TVA. Alors là, sur cette thématique-là, l'idée c'est que le Conseil d'État a rendu un jugement suivant lequel l'article 261D4, c'est celui qui parle de la TVA pour les locations meublées, n'était pas conforme à la directive TVA, tout simplement. Alors pourquoi il n'est pas conforme ? Parce que cet article-là vous disait, c'est très simple, logiquement tout ce qui est location meublée, c'est pas soumis à TVA, d'accord ? Sauf ce qui concerne les hôtels et les résidences de tourisme, auquel cas il y a de la TVA, d'un côté, et toutes les autres locations meublées où il y a de la TVA lorsque vous avez au moins 3 des 4 prestations indiquées au slide, qui sont fournies, à savoir le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge et la réception, même non personnalisée, des clients. Donc c'était assez simple. Si vous aviez seulement 2 de ces prestations, pas de TVA. Si vous en aviez 3, logiquement TVA. Le problème, c'est que le Conseil d'État considère, et il a raison au regard de la directive, que ça ne suffit pas. On a des prestataires, des loueurs en meublé qui fournissent en plus de logement seulement 2 prestations, et ça suffit à ce qu'il y ait concurrence avec le secteur hôtelier qui lui est soumis à TVA. Donc il y a concurrence déloyale, donc l'article n'est pas conforme à la directive TVA. Voilà. Une fois qu'on s'est dit là, qu'est-ce qu'on a déduit le législateur ? Il a revu sa copie. C'est vrai, ça on ne peut pas dire le contraire. Dorénavant, on a un article 261D4 qui est réécrit. Vous avez 2 côtés. Vous avez le côté finalement location meublée pour le résidentiel. Ça va être les résidences étudiants, ça va être les maisons de retraite. Ceux-là sont soumis à la TVA dès lors qu'ils ont plus des 3, des 4 critères qu'on a vus tout à l'heure. Donc, on garde ces 3 à 4 critères. Et de l'autre côté, vous avez les hôtels, d'accord, et tous les hébergements qui ont une fonction similaire. Bon. Alors, pour eux, c'est simple. Il y aura TVA s'il y a moins de 30 nuitées qui est proposée par l'hébergeur, donc par l'hôtel ou par le loueur en meublé, mais également, et forcément on le retrouve, si le loueur propose 3 des 4 prestations qu'on a vues tout à l'heure. Bon, en gros, je prends tout, je remélange, je rejette, c'est exactement les mêmes critères. Donc c'est probable que le Conseil d'État vienne recensurer l'article 261D4 dans sa rédaction, dans sa nouvelle rédaction. Et je pense qu'en fait l'Union européenne va tout simplement simplifier les choses. On a une proposition de directive VIDA qui vous dit assez simplement que lorsqu'il y aura moins de 45 nuitées proposées par loueur en meublé, il y aura TVA avec ou sans prestation. Ça veut dire que toutes les locations en meublé, les Airbnb, etc. seront soumises à la TVA. Ça a le mérite de la simplicité, mais ça va effectivement chambouler pas mal les choses, en tout cas. Bon. On verra ce que ça donne. Ce n'est qu'une proposition de directive, elle n'est pas encore adoptée.
La TVA à l'importation, je vais passer, alors réellement là pour le coup je vais pas vous parler de la mesure en matière de dropshipping. Je pense pas que vous soyez tous particulièrement concernés. Je vais juste, ou dites-le moi, hein, mais je vais juste insister sur tous ceux qui réalisent alors attendez, hop, les représentants en douane. Il y en a peut-être parmi vous. Jusqu'à présent, ça concerne vraiment la TVA à l'importation. Pour les représentants en douane, ils avaient la possibilité finalement, les intervenants en douane, les représentants en douane, ce sont ceux qui interviennent à leur nom pour le compte des redevables de la TVA à l'importation. Ils avaient la possibilité de se désolidariser finalement de cette TVA à l'importation avec le redevable, tout simplement en respectant certaines obligations déclaratives vis-à-vis des douanes. Voilà. Ça, pas de problème. Le seul sujet, c'est que parfois, ils ne transmettent pas, ou en tout cas pas suffisamment, les informations nécessaires aux redevables pour qu'eux-mêmes puissent remplir leurs obligations déclaratives. Voilà. Ça a été relevé et ça aboutit à quoi? Tout simplement à ce que les représentants en douane n'aient plus la possibilité de se désolidariser des redevables de la TVA à l'importation. Donc ça va certainement entraîner un changement en tout cas dans leur pratique, mais donc plus de possibilité de désolidarisation pour eux. Dernière mesure en matière de franchise en base, en matière de TVA, c'est la franchise en base. Il y a deux choses à savoir. Alors, peut-être que vous n'êtes pas tous concernés par la franchise en base, mais en tout cas, pour ceux qui le sont, on a dorénavant, et c'est le sens de l'histoire en matière de TVA, en tout cas, c'est assez présent, on a maintenant des seuils pour bénéficier de la franchise en base qui vont être unifiés au niveau de l'Union européenne. Donc on n'aura plus un seuil dans un État, un seuil dans l'autre, ça sera les mêmes seuils. Ça nous donne quoi en France? Ça nous donne un seuil de 85 000 € pour les ventes de biens corporels et 37 500 € pour les prestations de services. Voilà. Donc seuil unifié de la franchise en base au niveau de l'Union européenne. Et également la possibilité finalement pour un assujetti en France, un redevable de la TVA en France, un assujetti en France, de bénéficier de la franchise en base en France, mais également dans un autre État de l'Union européenne. Voilà. Donc, dorénavant, on pourra être en franchise en base, je ne sais pas, en Italie par exemple, mais également en France. Là, il y a 3 conditions à respecter tout de même. Première condition, il faut que votre chiffre d'affaires au niveau de l'Union européenne ne dépasse pas 100 000 €. D'accord ? Tout État confondu. Deuxième condition, il faut que vous respectiez évidemment les règles en matière de franchise TVA, dans l'État dans lequel vous voulez bénéficier de cette franchise. Bon, ça paraît logique, puisque certains États ont des règles particulières. Et troisième condition, il faut que vous ayez demandé à l'État dont vous êtes assujetti à bénéficier de cette franchise. Et notamment, vous seront attribués un numéro d'identification particulier avec un préfixe d'ailleurs EX, enfin voilà, peu importe. Voilà. Donc possibilité, ça va dans le sens à mon avis d'une plus grande souplesse de bénéficier de la franchise à la fois en France mais également dans tout l'État de l'Union européenne. Et ça s'appliquera à partir de 2025, donc c'est demain. En matière de fiscalité personnelle, on a aussi des nouveautés et tu vas nous en dire quelques mots. Concernant la fiscalité personnelle, ça fonctionne comme ça. Donc déjà, il y a une mise à jour du barème de l'impôt sur le revenu qui prend en compte l'augmentation de la hausse des prix à la consommation à hauteur de 4,8%. Les 5 tranches du barème d'imposition sont augmentées en ce sens. La limite est augmentée en ce sens pour chacune des 5 tranches. Ensuite, pour le prélèvement à la source. Brièvement, concernant le taux de prélèvement à la source, donc à compter du 1er septembre 2025, le taux de prélèvement à la source du couple sera individualisé. On aura la possibilité sur option d'opter pour le taux de prélèvement à la source du foyer. Et donc cette option pourra être exercée ou dénoncée par le couple à tout moment et elle sera tacitement reconduite en cas de souscription à cette option. Donc en fait, on inverse ce qui existe actuellement, donc il ne faudra pas se prendre les pieds dans le tapis. Pour tous ceux qui ont un taux individualisé ou qui préfèrent un taux commun, les règles du jeu sont tout simplement inversées. Donc il faudra, pour ceux qui ne souhaiteraient pas cette nouvelle formule, il faut quand même être un petit peu proactif parce que l'administration, vous pouvez évidemment demander à ce que
cette règle-là ne vous soit pas appliquée, mais il faut s'y prendre au moins 3 mois à l'avance. C'est ce qu'on préconise, le temps que l'administration traite la demande, parce que ça prend du temps. Et surtout, normalement, quand on dépose sa déclaration, je ne sais pas si au moment où vous cliquez, vous avez automatiquement le taux unique qui s'applique là, normalement. Alors, comme c'est cette année, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais logiquement, vous pouviez recliquer pour que, justement, vous puissiez individualiser votre taux. Là, à mon avis, quand vous allez cliquer, automatiquement, vous allez signer votre déclaration. À mon avis, vous allez avoir tout de suite le taux individualisé. Voilà. Donc pour les couples où le mari gagne plus d'argent, ou la femme gagne plus d'argent que son conjoint, ou réciproquement, il va falloir cliquer pour qu'ils puissent bénéficier de ce taux unique. Voilà. Alors, concernant le régime des locations immobilières, comme Johanna vous en a déjà parlé au niveau de la TVA, les perspectives sont assez fragilisées. Alors juste, excusez-moi, un petit mot sur la taxe d'habitation. Sur la taxe d'habitation, vous savez que maintenant, au niveau de la résidence principale, nous sommes exonérés. Mais concernant les résidences secondaires, vous avez dû vous apercevoir que maintenant, la taxe d'habitation a été assez renforcée. Et notamment pour les loueurs en meublé de courte durée, à partir du moment où vous les louez donc de manière saisonnière, la taxe d'habitation est due lorsque vous n'arrivez pas à prouver que vous n'occupez pas ce bien hors saison de location. Et donc vous pouvez combattre cette présomption à partir du moment où vous arrivez à justifier de cette non-occupation de cette location, et surtout que vous n'y séjournez pas effectivement. Donc faites attention en disant oui, vous inquiétez pas, je n'y suis pas, prouvez-le, c'est-à-dire au niveau des factures d'électricité, etc. L'administration fiscale a un grand pouvoir pour pouvoir récupérer toutes ces données, c'est ce que nous allons voir ensuite. Concernant le micro-BIC, donc pour les locations meublées, vous avez différentes manières de le déclarer, soit au régime réel, soit au régime simplifié, soit au micro-BIC. Le micro-BIC, ça permet de déclarer juste son chiffre d'affaires et de bénéficier d'un abattement. Et actuellement, pour les locations meublées de tourisme classées, vous avez un abattement de 71% pour un chiffre d'affaires inférieur à 188 700. Et pour les locations de tourisme non classées notamment, vous avez un abattement de 77 700 et un abattement de 50%. Attention, avec la loi de finances de 2024, pour les locations meublées de tourisme non classées, pour l'instant, dans la loi de finances, il semblerait qu'il y ait une erreur puisque la loi vise toutes les locations de tourisme, mais l'erreur a été glissée et la réforme ne concerne que les locations meublées de tourisme non classées. Si votre chiffre d'affaires est supérieur à 15 000 € au titre de l'année N-1 et N-2, vous ne pouvez plus bénéficier de l'abattement qui n'est plus de 50 mais de 30%, et vous êtes obligé de déposer un bilan. Donc, et vous êtes donc soumis au régime des BIC, au régime normal. Donc en fait, c'est la bonne surprise pour ceux qui se sont dit en 2022, je suis en dessous du seuil de 77 700 €, j'ai mon micro pour 2023. Bah, vous n'avez plus qu'à vous trouver un expert comptable, parce qu'il va falloir faire la compta pour votre activité meublée. Si vous dépassez les 15 000 €, là, sur 2023, quoi. Tout de suite, voilà. C'est-à-dire que là, dès maintenant... mois pour faire la compta, c'est bon. Voilà, et la déposer. Et puis, en plus, ce qui est sympathique, c'est que logiquement, vous devez ouvrir un espace, puisque maintenant, tout est fait de manière dématérialisée. Sauf que pour pouvoir ouvrir un espace, il faut envoyer un petit mail, et puis il faut recevoir son mot de passe par la poste. Ça met 15 jours, etc. Comme pour vos déclarations d'occupation des biens l'année dernière, où ça a dû être assez kafkaïen pour chacun d'entre vous, où vous n'avez pas reçu votre mot de passe. Enfin bon, bref, et là c'est la même chose, sauf que si vous ne déposez pas votre déclaration dans les délais, forcément vous allez recevoir une mise en demeure et des pénalités qui risquent d'être appliquées. Alors peut-être que cette année il va y avoir une mesure de tolérance, mais j'en doute. Parce que l'administration fiscale, elle est très très organisée, mais nous on doit être encore mieux qu'eux. Ça s'appelle le choc des simplifications, mais souvent dans leur sens. Le contrôle fiscal. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc c'est en vigueur à partir pour les revenus de 2023. Pour les modifications du dispositif IR-PME, donc le taux de réduction d'impôt est fixé à 18%. Ce taux s'applique au versement à compter du 1er janvier 2024. C'est très important parce que ça fait des années, 3-4 ans, où le taux est à 25%. Quand vous souscrivez au capital initial ou à une augmentation de capital d'une PME, on s'y était habitué à ce taux à 25%. Là maintenant, pour les versements à partir du 1er janvier 2024, c'est 18%.
Donc on est revenu à ce qui était avant. Voilà, il faut juste l'avoir en tête. Tant pis, c'était une bonne habitude qu'on avait. Ouais. Mais bon, on ne peut pas avoir des cadeaux tout le temps. Enfin, c'était l'IFI, hein, c'était la contrepartie de l'IFI. Hein. Oui, mais... C'était un cadeau. Non, je ne suis pas sûre. Mais bon. Alors, également une modification du dispositif IRPME pour les souscriptions au capital de jeunes entreprises innovantes. La réduction d'impôt est de 30%. Mais attention, les versements sont dans une limite annuelle de 75 000 et de 100 pour les couples, pour les personnes physiques, pour les célibataires, divorcés ou veufs, et 150 000 € pour les couples mariés. Mais attention, contrairement au dispositif IRPME que nous avons vu précédemment, les versements excédant les plafonds de 75 000 et 150 000 € ne sont pas reconduits sur l'année suivante. Donc il faut bien faire attention. Si on veut bénéficier de ce dispositif, il faut faire attention de ne pas verser trop d'argent. Sinon, vous perdez votre réduction d'impôt. De même, avec la création de la souscription, la création des jeunes entreprises particulièrement innovantes, c'est-à-dire des jeunes entreprises qui réalisent des dépenses de recherche représentant au moins 30% de leur charge fiscale déductible. Là, nous avons la mise en place d'une réduction d'impôt à hauteur de 50% des sommes versées, dans la limite de 50 000 € pour une personne seule et 100 000 € pour les couples mariés, pacsés ou en concubinage notoire. En cas de souscription, par contre, ces deux dispositifs ne sont pas cumulables. C'est-à-dire que vous choisissez l'un ou l'autre, même si vous répondez à aux deux conditions de ces deux dispositifs. Et attention, les versements obtenus sont plafonnés à 50 000 € sur cette période. Donc, il faut faire attention, finalement. La réduction d'impôt, elle est plafonnée à 50 000 €. Donc, vous ne pouvez pas avoir plus de 50 000 € de réduction totale. Alors... ça, je te le laisse faire ensuite. Juste pour les transmissions d'entreprise à un salarié ou un proche, bonne nouvelle. Et oui, on en annonce aussi. Donc là, l'abattement applicable passe de 300 000 € à 500 000 € si vous avez la volonté de céder votre fonds de commerce à un proche ou à un salarié et si vous remplissez un certain nombre de conditions. Alors, en matière d'exit tax, effectivement, alors juste l'exit tax, pour ceux qui auraient le bonheur de ne pas connaître ce dispositif, ça concerne en fait les personnes qui, pour des raisons louables ou non, ça on ne porte pas de jugement, décident de transférer leur domicile fiscal en dehors de la France, que ce soit dans l'Union européenne ou dans un État étranger, peu importe. S'ils sont les heureux détenteurs de titres de société, certains ont pu se dire, je passe la frontière, je vends ces titres de société et si par exemple je me retrouve en Belgique, par un pur hasard, je ne serai pas taxé sur ma plus-value, alors que j'aurais été taxé sur la plus-value en cas de cession en France. L'exit tax, en fait, vise à les rattraper par la culotte, entre guillemets, en leur disant, la veille de votre départ hors de France, on fige une plus-value et lorsque vous céderez les titres, vous serez taxé en France sur cette plus-value qui aura été figée. Voilà, c'est ça le principe de l'exit tax. Rien ne sert de se délocaliser pour être exonéré de taxation sur les plus-values. Voilà. Alors le problème, c'est que ce régime a énormément évolué. Vous partiez fin 2011, vous n'aviez pas forcément le même régime que début 2012. Allez savoir pourquoi, ça c'est le gré du législateur. Le juge d'ailleurs a cautionné ça. Voilà, le juge fiscal. Là, la loi de finances revient, il me semble quand même, à quelque chose d'un peu plus logique, en tout cas en termes d'égalité entre les contribuables, puisque notamment pour ceux qui sont partis entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2013, ces heureux chanceux étaient toute leur vie redevables des prélèvements sociaux s'ils vendaient les titres de la société, sauf s'ils faisaient des donations, mais sinon ils en étaient redevables dès lors qu'il y aurait eu cession. Là, le législateur revoit sa copie et accepte que les personnes qui sont parties sur cette période-là puissent être dégrevées des prélèvements sociaux calculés lors de l'exit tax. Voilà, ça c'est la première mesure. La deuxième mesure, mais cette fois-ci elle est un peu plus restrictive, je trouve, il y a des cas de figure où
le Exit Tax, l'impôt qui est au-dessus de votre tête, peut tomber sans que vous ayez à payer, notamment lorsque vous avez gardé les titres pendant un certain délai, lorsque vous avez fait des donations également de ces titres. L'Exit Tax n'est plus dû. Seulement, pour en bénéficier, jusqu'à présent, finalement, vous faisiez valoir quand vous aviez le temps ou lorsque vous y pensiez. Là, dorénavant, il y aura une obligation de faire valoir cet événement entraînant le dégrèvement et dans une période donnée, puisque ça doit être l'année suivant l'événement. Et ça, c'est formidable. Si dans les 30 jours d'une mise en demeure de l'administration, vous n'avez pas rempli la bonne déclaration, on va vous demander de payer l'exit tax alors même qu'un événement aurait pu vous permettre d'avoir un dégrèvement. Bon, clairement, l'idée c'est c'est indiqué, l'idée c'est de véritablement suivre les bénéficiaires, entre guillemets, de l'exit tax à la trace et de taxer quand on peut taxer, alors même qu'on pourrait avoir un dégrèvement. Bon. On vous parlait tout à l'heure des locations meublées. Le film continue, cette fois-ci, ça concerne le pacte Dutreil. Alors pour tous les adorateurs du pacte Dutreil, je sais qu'il y en a dans la salle, pour ceux qui ne le sont pas, je vous fais quand même un petit rappel. Le pacte Dutreil, c'est ce qui permet de faciliter les transmissions à titre gratuit d'entreprises en France. Aujourd'hui, réellement. Concrètement, vous détenez les titres d'une société, vous êtes dirigeant, vous êtes associé, vous détenez les titres d'une société, vous voulez les transmettre à vos enfants, mais pas qu'à vos enfants d'ailleurs. En cas de donation ou de succession, pour calculer les droits de donation ou de succession sur les titres transmis, vous avez un abattement de 75%. Donc c'est véritablement un outil puissant pour permettre la transmission d'entreprises en France à l'heure actuelle. Seulement, ce pacte Dutreil est dans le collimateur, en tout cas il est décrié, bon, pas par ceux qui l'utilisent, mais en tout cas il est décrié par d'autres. Et notamment, dans les mois qui viennent d'ailleurs, ça va être largement durci, mais je pense qu'on en reparlera. Et notamment, au niveau de l'administration fiscale, se pose la question des activités éligibles au pacte Dutreil. Et il y a un vieil serpent de mer qui revient année après année, qui était celui de savoir si les locations meublées à usage d'habitation ou alors les locaux équipés pour des activités industrielles ou commerciales étaient ou pas éligibles. Est-ce que c'est une activité qui est éligible au pacte Dutreil ? Alors quand vous regardez, quand vous regardez le BOI, le bulletin officiel qui traite du sujet, il vous renvoie à l'IFI et la conclusion c'est non, c'est pas éligible. Bon, ok. Par contre, on a eu des décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'État qui sont d'accord pour une fois, il faut quand même le souligner, et qui vous disent, après tout, ce sont des activités commerciales, donc il n'y a rien qui interdit de considérer que ces activités de location en meublé à usage d'habitation ou alors de locaux équipés sont éligibles au pacte Dutreil. Oh, quel suspense! On s'est dit ça y est, on va pouvoir enfin mettre des pactes Dutreil sur beaucoup plus d'activités. Sauf que le suspense a été tué entre guillemets par le législateur et notamment par la loi de finances qui cette fois-ci nous dit très clairement, et l'écrit très clairement, les locations équipées à usage d'habitation ou alors les locaux équipés ne sont pas éligibles au pacte Dutreil. Bon, là, mais c'est dit, au moins ça a le mérite d'être clair. Le législateur aussi en profite également pour rappeler, mais ce qu'a accepté déjà l'administration, que les holdings animatrices sont éligibles au pacte Dutreil. On est tous rassurés. Et également les sociétés qui ont des activités mixtes, à la fois commerciales, industrielles, artisanales, etc., et des activités civiles, pour peu que l'activité opérationnelle soit prépondérante. C'est ce que disait déjà l'administration, un petit peu remise sur les rails par la jurisprudence, mais finalement on est tous plus ou moins d'accord sur le sujet. On a également une nouveauté, et cette fois-ci, alors on a vraiment détaillé tous ces dispositifs-là, donc pour les amateurs, vous aurez vraiment tous les détails dans les slides. On a également deux nouveautés. Alors déjà en matière d'IFI, vous savez que l'immobilier est soumis à taxation. Auparavant c'était l'ISF, maintenant c'est l'IFI, c'est vraiment concentré sur l'immobilier, que l'immobilier soit détenu en direct par le contribuable ou également par une société. Voilà. Le but clairement de cette mesure, c'est d'éviter qu'il soit plus intéressant de détenir l'immobilier via une société que de détenir l'immobilier en direct. Pourquoi ? Parce que certains petits malins, je ne nommerai pas,
ont remarqué que si vous déteniez l'immobilier via une société et que cette société avait d'autres actifs que de l'immobilier et qu'en face de ces autres actifs, on avait de la dette, mécaniquement, avec l'application des règles qui étaient en vigueur, ça vous permettait d'avoir finalement une valeur IFI moins importante à déclarer que si le bien immobilier était détenu en direct. Voilà. Donc, le législateur s'est ému de la situation et probablement le gouvernement également avec cette mesure-là. Cette mesure vous dit la chose suivante, c'est que dorénavant, quand l'immobilier est détenu par une société, voilà, pour déterminer la valeur IFI à déclarer, on ne va plus tenir compte des dettes qui ne sont pas rattachées à cet immobilier. En gros, des dettes qui n'ont rien à voir avec l'actif immobilier. C'était le cas effectivement lorsque le bien est détenu en direct. C'est également le cas maintenant lorsqu'il est détenu via une société. Bon. Dit comme ça paraît clair. Ça s'applique à partir du 1er janvier 2024, donc aux déclarations qu'on aura à faire en mai 2024. En pratique, il y a des plafonnements déjà qui sont mis en place. Parce que l'idée, c'est qu'effectivement, le redevable ne vienne pas être taxé sur une valeur supérieure à la valeur réelle de l'immobilier. C'est du bon sens, mais il y a une nécessité de mettre en place des plafonnements pour en avoir bien conscience. Il y a 2 plafonds qui sont mis en place. Premier plafond, qui est le suivant. Lorsque la valeur IFI de la société, calculée avec la nouvelle règle, est supérieure à la valeur IFI de la société calculée avec les anciennes règles, c'est la valeur IFI calculée avec l'ancienne règle qui s'applique. Dit comme ça paraît clair. On verra en pratique ce que ça donne. Deuxième plafond. Lorsque la valeur IFI calculée avec les nouvelles règles est inférieure à la valeur IFI calculée avec les anciennes règles, la valeur à retenir, celle qu'on doit enfin mettre dans la déclaration d'impôt au mois de mai, sera égale à la valeur du bien immobilier, à la valeur réelle du bien immobilier. Voilà. Déjà, je sens que je vous ai perdu. Imaginez-vous qu'en plus, ce qui paraissait déjà un peu compliqué à énoncer et à comprendre, est encore plus difficile puisque les commentateurs, notamment le feuillet rapide, les commentateurs de cette mesure ne sont pas d'accord sur le sens à donner à ces plafonds. Sont-ils cumulatifs? Sont-ils alternatifs? Vous voyez, déjà, on a déjà des difficultés à comprendre comment les plafonnements vont fonctionner. Alors nous, on espère juste, pauvres fiscalistes que nous sommes, que d'ici mai 2024, et de préférence pas le dernier jour des déclarations, l'administration nous devra donner le mode d'emploi de cette nouvelle mesure, puisque pour l'instant, même à la lecture, elle n'est pas claire. Retenez juste que maintenant, localiser le bien immobilier dans la société ou le détenir en direct, a priori, ça sera à peu près la même chose. On a déjà fait des calculs, ça sera toujours pas la même chose dans tous les cas. Donc, on aura encore des moyens, certainement d'optimiser les choses. Mais bon, on verra bien ce que ça donne dans les mois, j'espère, dans les mois qui viennent, en tout cas assez rapidement. Dernière chose en matière de fiscalité personnelle. Hop, je passe, vous voyez, on vous a fait quelques petits calculs, vous pourrez mesurer vous-même si ça revient ou pas à la même chose. Dernière chose, alors cette fois-ci c'est un petit peu technique, parce qu'avant c'était pas du tout technique. Voilà. Mais je vais vous raconter une histoire. Alors, c'est l'histoire de parents qui ont envie de donner un bien en démembrement à leur enfant. Donc, ils se gardent l'usufruit, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser le bien, la possibilité de récolter les fruits. Typiquement de la location, c'est eux qui perçoivent les loyers. Et ils donnent à leur enfant la nue propriété. Voilà. Alors, pourquoi ils font ça ? C'est dans un but de transmission. Et surtout, il y a un gros intérêt au démembrement de propriété, c'est que quand ils donnent la nue propriété d'un bien à leurs enfants, les droits de donation, ils sont calculés que sur la valeur de la nue propriété, qui est moins chère, moindre que la valeur en pleine propriété du bien. Donc en plus, il y a une histoire d'optimisation quelque part. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment de leur décès, les enfants récupéreront l'usufruit, donc la pleine propriété du bien, sans payer plus. Donc ça, c'est top. Les voyants sont au vert. Allons-y. Les choses se compliquent un peu lorsque ce qui est donné, c'est un bien consomptible, comme de l'argent. Parce que l'argent, à la moindre utilisation, vous l'avez consommé. Et pour autant, les parents devaient bien, à un moment ou à un autre, en tant qu'usufruitier, redonner à leur enfant, les nus propriétaires, ce bien, donc cet argent. Généralement, ce n'était pas fait. Ça veut dire qu'à l'ouverture de la succession des parents, les parents avaient une dette, la succession avait une dette vis-à-vis des enfants. Et là, ça tombait plutôt bien, puisque une dette,
successorale, ça vient diminuer l'assiette successorale et donc l'assiette des droits de succession. Donc en gros, les enfants avaient reçu une donation de la nue propriété de somme d'argent, ok. Des droits avaient été payés mais sur une base minorée, et au moment de la succession des parents, qui avaient donc un quasi-usufruit sur ces sommes d'argent données, eh bien, il y avait une dette successorale et donc les enfants payaient moins de droits de donation puisqu'on déduisait cette dette de l'actif successoral. Bon. Certains s'en sont émus, et notamment l'administration fiscale, et il y a donc eu des contentieux. La commission qui s'occupe des abus de droit a considéré qu'il n'y avait pas d'abus de droit dès lors qu'au moment de la donation, ça paraît un peu logique, hein, le donateur, donc le parent, avait bien à sa disposition sur un compte bancaire la somme qu'il entendait donner à ses enfants. En dehors de ce cas, pas d'abus de droit. Parfait. Sauf que le législateur, et en tout cas la loi de finances, est revenu là-dessus en disant « Attendez, ok, la décision est favorable aux contribuables, mais ça ne va pas suffire. » Dorénavant, ça se traduit comment ? Dorénavant, en fait, la dette successorale d'un quasi-usufruit, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, l'usufruit qu'a les parents sur une somme d'argent, n'est plus déductible. Voilà. Donc tous les schémas d'optimisation visant ces cas de figure-là, les dettes ne seront plus déductibles de l'actif successoral, sauf 2 exceptions, mais je vous en fais grâce parce que le temps passe. Pire encore, les enfants qui pensaient, bon ok, la dette n'est plus déductible, mais on a payé les droits de donation au moment de la nue propriété, on n'a plus rien à payer, eh bien si, ils auront à payer les droits de donation sur le quasi-usufruit. Voilà. Donc ça s'applique aux successions de mémoire à partir du 29 décembre 2023. Bon, ils nous ont fait grâce de la rétroactivité, mais c'est dans les tuyaux, donc il faudra certainement, et si on a des gestionnaires de patrimoine, et je sais qu'il y en a dans la salle, revoir la copie, parce que c'était quand même quelque chose d'utilisé, fréquemment utilisé, il faudra trouver autre chose. Juste 2 petites choses. Déjà, il y a eu la création d'un délit autonome de mise à disposition d'instruments. Alors, il y a eu la mise en place, la création d'un délit autonome pour toute la promotion de schémas fiscaux frauduleux, puni d'une peine de prison de 3 ans et d'une amende de 250 000 €. Et autre nouveauté, donc oui, attention, l'administration fiscale. Ah oui, c'est pas grave. L'administration fiscale a la possibilité maintenant de faire des enquêtes actives sur Internet de manière anonyme. Donc faites attention, maintenant, elle peut vous espionner et vous ne le savez pas forcément. C'est un dispositif quand même qui est extrêmement encadré, heureusement, en cas d'activité occulte ou de construction ou d'aménagement, notamment sans autorisation. Et enfin, je voulais juste vous préciser que lorsque vous faites l'objet d'une vérification de comptabilité, normalement vous demandez à ce que la vérification se passe chez vous, enfin au siège de votre société ou chez votre expert comptable. L'administration fiscale, maintenant, elle a la possibilité de délocaliser cette vérification en décidant de la tenir dans ses locaux. Et autre chose, si en cas de désaccord, le vérificateur peut imposer le déroulement dans ses locaux sans avoir besoin de motiver sa décision. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous dire concernant le contrôle fiscal et je laisse la parole au social. Bonjour à toutes et à tous. Donc sur l'autre volet de cette matinée où on change de sujet, on va passer sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. On regardera plus particulièrement les mesures qui intéressent les entreprises. Donc on a effectivement ce texte depuis... Alors, voilà, c'est bon. J'ai trouvé, on a effectivement ce texte depuis la fin de l'année 2023. Donc vous le voyez, c'est un texte qui a eu lui aussi un parcours législatif un petit peu compliqué, un peu difficile parce qu'il a été présenté au Conseil des ministres. Donc vous voyez le 27 septembre 2023. Il a ensuite entamé son parcours parlementaire où on a eu effectivement un texte qui a été adopté le 4 décembre 2023 après pas moins de 3 recours à l'article 49.3. Donc on y est quand même arrivé, on a le texte et le texte est passé devant le Conseil constitutionnel puisque certaines mesures ont été visées directement dans ce texte et on a la décision du Conseil constitutionnel le 11 décembre 2023 qui va avoir censuré un certain nombre de dispositions, on va en voir une ou deux d'ailleurs et nous avons donc notre texte, la loi est du 26 décembre et vous avez une publication au journal officiel du 26 décembre 2023. Alors, on ne va
pas tout voir. Je vous ai fait un petit panel des mesures qui peuvent vous intéresser ce matin. Vous voyez qu'il y a différentes thématiques qui sont vues ce matin. Ce qui concerne les rémunérations pour les réductions de cotisations, les arrêts de travail, où on a différentes mesures sur les arrêts de travail. On s'arrêtera quelques instants sur la rupture conventionnelle et notamment sur le régime fiscal et surtout social de la rupture conventionnelle. Contre l'URSSAF, où aussi on a un certain nombre d'indications, diverses mesures, et puis je vous ferai un petit point sur la faute inexcusable de l'employeur, qui est un sujet sensible et puis douloureux aussi financièrement. Alors, sur la première thématique qui concerne les réductions des taux de cotisation pour les cotisations patronales maladie et les allocations familiales, c'est l'article 20 de la loi qui est visé, où on va avoir en fait un encadrement des rémunérations qui sont prises en compte pour déterminer les exonérations qui sont applicables. Alors, vous voyez effectivement, on a un encadrement des rémunérations pour appliquer les réductions des taux de cotisation maladie et allocations familiales. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Enfin, comment ça se passait, puisqu'on a un changement effectivement à compter du 1er janvier 2024. Comment ça se passait auparavant ? Le montant de la rémunération qui était pris en compte pour déterminer si le salarié pouvait ou pas bénéficier de la réduction de ces taux de cotisation, allocation familiale et maladie, eh bien, il était fixé en fonction du SMIC. Sauf que, constat qui est fait, le gouvernement a voulu effectivement modifier ces dispositions, puisqu'on a eu une hausse du SMIC, et avec cette hausse du SMIC liée à l'inflation, eh bien, ça a augmenté de façon importante le plafond des salaires qui bénéficiaient justement de ces exonérations. Et en clair, le gouvernement a dit stop, puisqu'on avait effectivement des coûts qui ont été très importants, des allègements généraux. On est passé de 67 millions d'euros en 2023 contre 51 en 2021. Donc le gouvernement a décidé de mettre le holà effectivement sur cette mesure, et on va avoir en fait maintenant, le gouvernement a décidé que eh bien, on fixera le montant de la rémunération à retenir, ça sera fixé par décret. On attendait effectivement le décret. Le décret, nous l'avons eu quelques jours après, effectivement, la loi, et nous avons donc un décret du 29 décembre 2023 qui nous fixe les règles applicables. Puisque vous voyez qu'effectivement, avant, on avait une réduction de taux qui était prévue. Vous aviez effectivement une réduction de 6 points pour la cotisation patronale d'assurance maladie, puisque le taux classique était de 13%, et on passait sur un taux de 7% pour les salariés qui avaient une rémunération qui ne dépassait pas 2,5 SMIC. Pour les cotisations familiales, eh bien, dans ces cas-là, on avait une baisse du nombre de points de 1,80 et on passait d'un taux de 5,25 à un taux de 3,45 pour les salariés dont la rémunération annuelle était au plus égale à 3,5 SMIC. Le texte, alors vous avez les références, je vous le donnerai. Le texte nous dit, alors on adore faire simple en France, hein, on va prendre, voilà, on va avoir, c'est pareil en social qu'en fiscal, vous allez effectivement prendre, on va retenir un montant minimal qui va être fixé au SMIC arrêté au 31 décembre 2023. Donc ça veut dire que vous allez partir de votre référence SMIC 2023 et le montant ne pourra pas être inférieur à 2,5 fois le SMIC au 31 décembre 2023 pour la cotisation maladie, et il ne pourra pas être inférieur à 3,5 SMIC arrêté au SMIC au 31 décembre 2023. On va fixer également aussi un montant minimal en fonction du SMIC de l'année en cours.
sachant que le plafond ne pourra pas tomber en dessous d'un SMIC, d'un SMIC correspondant à 2 fois le SMIC de l'année en cours. Alors, pour faire clair, un tout petit exemple, si on prend l'assurance maladie, eh bien, pour l'assurance maladie, vous ne pourrez pas avoir le montant fixé par décret ne pourra pas être inférieur à 2,5 SMIC arrêté en 2023, ni inférieur à 2 SMIC 2024, si on se place en 2024, mais ne pourra pas dépasser 2,5 SMIC 2024 si on est sur l'année 2024. Donc il va falloir prendre ces fourches pour pouvoir déterminer le montant. Vous avez tout ceci dans le décret. Donc voilà, première mesure, et ceci est applicable à compter du 1er janvier 2024. Deuxième point également, les arrêts maladie, les arrêts de travail. On a effectivement plusieurs mesures qui ont été prises. Le but du jeu, c'est tout simplement de réduire le coût effectivement de la maladie, de certains arrêts de travail, parce que depuis 2010, on a une augmentation particulièrement conséquente des dépenses. Alors on a effectivement aussi une population qui vieillit, on a parfois des arrêts qui durent plus longtemps, mais le but c'est effectivement de pouvoir lutter contre cette augmentation de dépenses. Alors on a effectivement plusieurs mesures qui ont été prises dans ce texte. Alors voilà, la première disposition, c'est l'article 65, vous voyez, ça concerne les arrêts de travail par téléconsultation. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est très joli en couleur, mais je ne suis pas sûre que ça soit du meilleur effet optique. On a effectivement, oui, on voit même rien du tout. On a effectivement un encadrement des arrêts de travail qui se font par téléconsultation. Et on a encadrement de cette prescription, puisque les prescriptions par téléconsultation ne pourront pas être supérieures à 3 jours maximum, que ce soit un arrêt initial ou que ce soit le renouvellement. On ne pourra pas dépasser 3 jours maximum. Alors, y compris d'ailleurs si on est dans le cadre d'arrêt de travail qui porte sur accident du travail, maladie professionnelle. Donc, retenez qu'effectivement, arrêt de travail via téléconsultation, on ne dépasse pas 3 jours. Si on dépasse 3 jours, c'est très simple, il n'y aura pas les indemnités journalières de sécurité sociale. Alors, charme du droit français, principe, exception. Ça, c'est le principe. Les exceptions, vous voyez qu'en fait, on a 2 exceptions qui sont prévues par le texte. C'est si, justement, cette prescription est faite par le médecin traitant ou la sage-femme qui suit la salariée en état de grossesse. À partir du moment où c'est le médecin traitant, on est dans un cas d'exception. Deuxième cas d'exception, c'est l'impossibilité pour le patient de pouvoir consulter un médecin pour obtenir sa prescription ou le renouvellement de sa prescription. Alors, on n'a pas d'exemple, on ne nous donne pas d'exemple dans le texte. On peut penser notamment, on peut se dire, c'est si notamment le patient met en avant que son médecin traitant est absent, ou si on est aussi dans des zones où il est difficile de pouvoir se faire soigner parce qu'on est un peu dans un désert médical, ou si le patient mettait en avant qu'il était dans l'impossibilité aussi de se déplacer. Donc on peut penser à ces cas pour viser ce deuxième cas d'exception. Donc téléconsultation, pas plus de 3 jours si on veut le bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale. Oui. Alors, renforcement du contrôle des arrêts de travail. Avant, après, puis je vais vous dire ce qu'il est advenu de cette disposition. Avant effectivement ce texte, vous savez que vous avez la possibilité, quand vous avez un salarié qui est en arrêt de travail, vous avez la possibilité de faire contrôler ce salarié. Je ne vous parle pas du contrôle opéré par la sécurité sociale, je vous parle du contrôle que vous, chef d'entreprise, vous pouvez décider de faire opérer
par des sociétés externes à la sécurité sociale, notamment Sécurex, sans faire publicité. Donc on a effectivement la possibilité pour un employeur de faire contrôler son salarié. À l'issue du contrôle, on a deux possibilités. Soit l'arrêt est justifié, mais ce n'est pas la problématique, mais on a deux possibilités. Le médecin contrôleur vous dit absence de justification de l'arrêt de travail. Ou, deuxième possibilité, j'ai pas pu contrôler l'assuré. Dans ces cas-là, effectivement, on a... alors, je ne vois rien. Dans ces cas-là, effectivement, le médecin contrôleur transmettait à la CPAM dans les 48 heures son rapport. Et la CPAM, au vu de ce rapport, pouvait décider soit de procéder à un nouvel examen de l'assuré, généralement c'est quand on n'a pas pu le contrôler, ou alors de suspendre le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale. Ce que prévoyait le projet de loi, donc vous allez à mon avis, vous me voyez arriver, ce que prévoyait le projet de loi en fait modifiait deux points. Le projet de loi modifiait, rajoutait un cas à l'issue du contrôle. On avait toujours l'arrêt pas justifié ou je n'ai pas pu contrôler l'assuré. Et on a également, il y en avait un troisième cas, l'absence de justification de la durée de l'arrêt. C'est-à-dire que le médecin contrôleur estimait que il y avait bien un arrêt de travail, ça justifiait bien un arrêt de travail, mais pas pour la durée qui avait été fixée par le médecin traitant de l'assuré. Et surtout, le médecin contrôleur devait remettre dans les 72 heures son rapport à la CPM parce qu'on s'est aperçu que le délai de 48 heures, c'était un peu juste, les rapports n'étaient pas transmis. Donc on allongeait effectivement le délai de transmission. Et si le rapport concluait à l'absence de justification de l'arrêt ou de la durée de l'arrêt, la CPM pouvait suspendre le versement des indemnités journalières de sécurité sociale à partir du moment où l'assuré avait été informé de cette décision. Eh bien, ça ne sera pas pour tout de suite. Ça ne sera pas pour tout de suite, puisque je vous ai dit, le texte a été soumis au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel a considéré que ce texte n'était pas conforme à la Constitution, puisqu'on avait une méconnaissance du droit à la santé et du droit à ouverture à prestations sociales. Pourquoi ? Parce que le Conseil constitutionnel a quand même estimé qu'il y avait eu un arrêt par un médecin qui lui a prescrit, qui lui avait donc prescrit un arrêt de travail pour une durée déterminée et qu'il n'y a pas d'intervention systématique du service de contrôle médical. Donc ça veut dire qu'une décision serait prise sans que le patient on ait eu ce contrôle. Donc censure de la part du Conseil constitutionnel. Donc peut-être, à un autre moment, on reverra une disposition, mais en tout cas, on oublie cette disposition. Renforcement, alors sécurisation plus exactement des indemnités de rupture conventionnelle. Rupture conventionnelle, tout le monde sait que ce dispositif a un succès certain. Tout le monde sait effectivement que la rupture conventionnelle a pas mal de succès. Vous savez aussi qu'on a eu un texte de réforme des retraites, nous en avons tous entendu parler. Et dans le cadre de ce texte, la loi du 14 avril 2023 a en fait modifié le régime social des ruptures conventionnelles. C'est-à-dire qu'on a aligné le régime social de la rupture conventionnelle, que le salarié soit en droit de prétendre à une prise en charge par le régime de retraite ou pas. Donc maintenant, au niveau du régime social, tout le monde est dans le même bateau. Régime fiscal ne change pas. Alors, je vous fais pas un cours, parce que je vois que Johanna me dit, je vous fais pas un cours sur le régime. La seule chose, c'est qu'on a pris effectivement ce texte, et le texte a été mal rédigé. Le texte a été mal rédigé et on avait effectivement une ambiguïté, vous le voyez, par rapport à l'article L 242 grand 2-7 alinéa 2, où on avait une mauvaise rédaction, puisqu'on indiquait effectivement que le salarié en droit de bénéficier d'une pension de retraite, il est imposable en totalité à l'impôt sur le revenu, indemnité de rupture conventionnelle, là il n'y a pas de souci, imposable à l'impôt sur le revenu, mais
on exonérait de cotisation de sécurité sociale sur la part non imposable dans la limite de 2 passes. Comment je peux exonérer de cotisation sociale sur la part non imposable alors que je viens de dire qu'au niveau du régime des impôts, il est imposable dès le premier euro. Donc on a effectivement, pour éviter cette difficulté et éventuellement des contentieux et des discussions pas très agréables avec notamment l'URSSAF, eh bien on a réécrit le texte et on voit effectivement qu'on a bien cette exonération de cotisation de sécurité sociale, même lorsqu'elles sont imposables, lorsque l'indemnité de rupture est imposable, dans la limite des montants qui sont prévus à l'article 80 du ODCS. Donc, régime qui est clair maintenant au niveau du régime social. Donc, nouveau régime social, voilà, vous avez effectivement indemnité exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Alors, il y a des plafonds, hein, et puis, petite création de la loi d'avril 2023, contribution patronale de 30% sur la fraction exonérée de cotisations sociales. On a supprimé le forfait social, on a mis cette contribution pour toutes les indemnités que le salarié ait le droit ou pas de prétendre à une prise en charge par le régime de retraite. Donc toutes les indemnités de rupture conventionnelle sont traitées de la même façon. Contrôle URSSAF. Voilà. Alors, procédure d'abus de droit, donc qui est une procédure effectivement qui existe et qui va permettre au contrôleur URSSAF d'écarter un acte. Il écarte pourquoi cet acte ? Parce qu'il sait qu'il a un caractère fictif. Au vu de son contrôle, il se dit on me prend pour un navet, il y a un caractère fictif, ou alors cet acte n'a d'autre d'objet, vous voyez, que d'éluder, atténuer les contributions et les cotisations sociales. Donc on avait effectivement cette procédure d'abus de droit qui existe et qui est fixée. Alors, pourquoi on y revient ? Parce que la problématique de ce dispositif, c'est un dispositif avec une procédure particulière, avec une procédure qui est complexe, qui a été très rarement mise en œuvre justement par les contrôleurs URSSAF parce qu'elle est complexe, parce qu'elle est lourde et parce qu'elle donne plus de possibilités de recours aux cotisants. Et du coup, les contrôleurs URSSAF ne visaient pas directement l'abus de droit, n'appliquaient pas non plus l'indemnité, la majoration de 20% qui était prévue. Sauf que la Cour de cassation a dit, ça ne marche pas comme ça. La Cour de cassation a dit, vous voyez, vous avez la référence des arrêts, que cette procédure devait s'appliquer, quand bien même le contrôleur n'écrit pas noir sur blanc qu'il y a en fait un abus de droit. Et la Cour de cassation vous dit, si vous n'utilisez pas cette procédure, alors qu'en réalité, sans la nommer, vous la visez, eh bien c'est tout simplement la nullité du contrôle et du redressement opéré. Donc du coup, simplification de la procédure, on supprime, je ne vous en ai pas parlé, mais on avait un comité des abus de droit qui a été créé, dont les membres n'ont pas été renouvelés, donc c'était un peu, et qui a été saisi une seule fois. Donc du coup, on supprime ce comité des abus de droit et on repasse sur le régime classique de procédure. Donc contestation selon les règles de droit commun. On commence par saisir la commission de recours amiable. Si la commission de recours amiable vous donne une décision défavorable, c'est l'administration qui juge l'administration, donc généralement c'est le cas, vous allez aller faire un petit tour devant le tribunal judiciaire. Et preuve de l'abus, c'est pas à vous assurer, c'est à l'URSSAF de le démontrer. Par contre, la pénalité de 20% reste applicable. On attend un décret qu'on n'a pas encore pour l'instant et cette procédure s'applique normalement à compter du 1er janvier 2024. Un petit panel de mesures. Alors, sans rentrer dans le détail, vous avez effectivement, article 22, la prise en charge des frais de transport sur les locations de vélos. Il était effectif. Alors, je vous rappelle, prise en charge de 50% par l'employeur des frais de déplacement par transport public pour les déplacements domicile-travail du salarié. Ça, c'est le principe. Et on a
normalement, à compter du 1er juillet 2024, on devait avoir une prise en charge obligatoire des frais d'abonnement des services privés. Aujourd'hui, ce que vous avez, c'est les frais d'abonnement vélo pour le service public. Eh bien, ce texte, effectivement, élargissait et ouvrait cette prise en charge obligatoire pour les frais d'abonnement pris auprès du service privé de location de vélo. Eh bien, censure du Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel estime que cette disposition n'a strictement rien à faire dans la loi de financement pour la sécurité sociale. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un cavalier législatif. Donc cette disposition ne sera pas applicable. Peut-être qu'on va la voir revenir dans un autre texte, mais en tout cas pas par la loi de financement de la sécurité sociale. Pour mémoire, donc Johanna va me dire, voilà, il faut que j'avance. Pour mémoire, sur les frais de transport, ce que l'on a connu en 2022, en 2023, les régimes d'exonération et les montants d'exonération restent applicables pour l'année 2024. Donc vous faites un copier-coller des dispositifs que l'on a pour 2022-2023 pour l'année 2024. On aura des modifications. On ne voit rien, c'est l'année 2025, le magnifique carré jaune. Et pour que vous ayez tout, je vous ai fait un petit tableau où vous avez effectivement les dispositions qui existent, les fameuses sur les frais de transport, ce que vous avez, la prime transport, le cumul prime transport et forfait mobilité durable, le cumul prime de transport et également les abonnements, et puis forfait mobilité durable et les services location de vélo. Vous avez toutes les dispositions avec un distinguo à faire, mais là on est tous en métropole, un distinguo à faire entre métropole et les départements, les dom-toms. Donc vous avez effectivement, on maintient les règles que vous avez pu appliquer cette année. Renforcement de la lutte contre la fraude sociale. On a effectivement un nouveau délit qui a été mis en place par ce dispositif. Ce nouveau délit, vous le voyez effectivement, c'est... Alors, je ne retrouve pas mon petit slide. Voilà, ce nouveau délit, c'est le délit d'incitation à la fraude fiscale, où vous avez la définition qui est visée ici, où c'est la mise à disposition de moyens, de services, d'instruments qui ont en fait pour objet de permettre à des tiers de se soustraire à une déclaration ou à paiement de cotisation. Donc on a une définition qui est particulièrement large, comme vous pouvez le voir, et qui eh bien, va donner lieu à des sanctions qui sont effectivement soit des peines d'emprisonnement, soit des amendes, alors différents pour la personne physique que pour la personne morale, sachant que la personne morale s'expose aussi à des peines complémentaires, dont notamment la dissolution. Donc définition posée et article qui est particulièrement large. Autre dispositif, le recouvrement et, alors, feuilleton que vous avez effectivement déjà vu, suite du feuilleton qu'on a déjà effectivement évoqué, puisque vous saviez qu'on avait notamment, on devait avoir un transfert à l'URSSAF des cotisations Agirc-Arrco. C'était prévu au 1er janvier 2022. Vous savez que le dispositif a déjà été modifié dans le passé, notamment par la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2021, où on a modifié la date du transfert. Nous avons ensuite connu l'épisode de la pandémie avec le Covid-19 et on a eu un décret qui a retardé la mise en place de ce dispositif, qui l'a reporté au 1er janvier 2023. Notre feuilleton continue. Loi de financement pour la sécurité sociale 2023, rectificative, suppression de ce transfert. Le Conseil constitutionnel est passé par là et le Conseil constitutionnel a annulé ce dispositif. On a donc un nouveau report au 1er janvier 2024, sauf que le texte de cette année, la loi de financement pour la sécurité sociale 2024, supprime à nouveau le transfert. Donc on n'a pas de transfert Agirc-Arrco. Entreprises étrangères privées
privés d'intermédiaires pour faire leur déclaration, puisque vous le savez que depuis 2005, les entreprises étrangères qui n'ont pas d'établissement en France ont un dispositif spécifique. Elles pouvaient prendre un représentant en France pour effectuer leurs obligations déclaratives, sachant que ce représentant, ça pouvait être soit quelqu'un de l'entreprise, soit un salarié extérieur. Eh bien, à compter du 1er mars 2024, c'est effectivement terminé, puisqu'à compter du 1er mars 2024, ces entreprises étrangères devront utiliser le guichet unique et n'auront plus effectivement la possibilité de prendre un représentant personne physique. Tout passera par ce guichet unique de déclaration. Dernier point, et j'en aurai terminé, sur la faute inexcusable de l'employeur. Article 39. Alors, je vous l'ai mis, je vous dis tout de suite, l'article a été supprimé. Je vous l'ai mis, pourquoi ? Parce que c'est un thème qui est important. Indemnisation des victimes d'accidents du travail en cas de faute inexcusable de l'employeur. Donc, j'ai un salarié qui a eu un accident du travail, qui a eu une maladie professionnelle reconnue dans les tableaux qui existent, et la faute inexcusable, eh bien, permet au salarié d'agir devant le tribunal judiciaire et de demander la réparation de la faute inexcusable. La faute inexcusable, vous savez que vous avez une majoration de la rente qui est fixée, et on a ensuite différentes indemnisations qui sont prévues par le Code de la Sécurité sociale, avec un régime spécifique. On n'est pas sur l'indemnisation de droit commun qui est prévue par le barème d'Intillac. On a une indemnisation très spécifique prévue par le Code de la Sécurité sociale. Sauf que ce que l'on nous dit, c'est que l'on a en fait cet article parce qu'on a eu des articles de la Cour, des arrêts de la Cour de cassation en début d'année 2023 qui a modifié le système qui existait et qui a permis l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Donc, le déficit fonctionnel permanent, c'est tout ce qui concerne la situation du salarié après sa consolidation et qui va être indemnisé. La Cour de cassation nous dit que ça va être indemnisé en plus de ce qui est prévu par le Code de la Sécurité sociale. Donc, en clair, pour les entreprises, c'est un coût supplémentaire. Article 39 qui, en fait, défait ce qu'a fait la Cour de cassation. L'article 39 nous disait qu'on allait effectivement supprimer ce qui avait été prévu par la Cour de cassation de ce fait, branle-bas de combat des associations de défense des salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui ont crié au loup par rapport à l'article 39 de la loi de financement de la sécurité sociale. Et de ce fait, on a tout simplement le ministre du Travail qui, au vu du tollé provoqué par l'article 39 qui revenait en fait pratiquement aux anciennes dispositions où on n'avait pas l'indemnisation des accidents du travail plus l'indemnisation de ce déficit fonctionnel permanent, Tollé et le ministre du Travail a retiré l'article 39, a demandé aux partenaires sociaux de se réunir. Donc ils devaient se réunir, mais a priori ce qu'ils ont fait n'a pas été jugé pour l'instant suffisant. Et on leur a donc demandé de continuer à travailler. On a une discussion qui est en cours avec les partenaires sociaux. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, on applique la jurisprudence de la Cour de cassation rendue en janvier 2023. Donc on a effectivement le versement de la rente majorée, l'indemnisation qui est prévue par le Code de la Sécurité sociale, mais on a aussi l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent en plus. Donc ça veut dire que les salariés victimes vont demander la réparation d'un préjudice en plus. Et pour vous, entreprise, ça peut avoir effectivement un coût non négligeable. Donc on attend, c'est pour ça que c'était dans le texte, ça a été supprimé, mais je voulais vous en informer et c'est un sujet qui est à suivre puisqu'on attend que les partenaires sociaux finalisent leur travail.
Donc voilà. Et j'en ai terminé. Merci pour votre attention. On est à votre disposition, on reste encore un petit peu dans la salle si vous avez des questions pour poursuivre l'échange. Et le slide de Christelle, le support vous sera transmis par le MEDEF. Voilà. Merci à vous, très bonne matinée.